Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité avec Alexandra Spiner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Arnaud Stéphane, fondateur de l'agence La Note de Com. Yves Damécourt, viticulteur, ancien élu local. Et Romain Marcilly, directeur général de Nouvelle Énergie. C'est le parti de David Lisnard. On va revenir sur la mort de Yahya Sinwar, donc le chef du Hamas. Macron qui recadre les journalistes, la loi immigration, beaucoup de sujets. Et puis la loi également qui est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale, la loi de finances. On va en dire quelques mots. Je voudrais qu'on continue peut-être notre tour de table avant. Romain, vous aviez un... Alors vous vouliez revenir, on l'a largement, là on en a pas mal parlé, du Doliprane, mais vous aviez un angle particulier. Oui, non mais l'angle, ça donne mal à la tête toutes ces questions. On a bien besoin de Doliprane après tous ces débats consternants à l'Assemblée nationale cette semaine, dans laquelle on voit tout simplement les différentes nuances de social-étatisme s'exprimer. Donc il y a eu cet échange un peu surréaliste entre un social-étatiste du RN, un député qui tout de suite sortait les grands mots, fonds américains, catastrophe, on va tous avoir mal à la tête et on n'aura plus de Doliprane. Il s'adresse à un ministre socialiste, mais cette fois-ci Renaissance, qui veut le rassurer, qui n'exclut pas que l'État rentre dans le capital du laboratoire qui produit le Doliprane. Et puis, bien sûr, la surenchère des socialistes encore plus hard de LFI qui appelle carrément à la nationalisation du Doliprane. Donc là, enfin du laboratoire, on s'entend. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça rentre dans tout le contexte que vous évoquiez de création de taxes, de normes de cette semaine. Et alors, bien sûr que la question de la réindustrialisation, c'est une question noble, c'est une question importante. Mais là, on la prend par le petit bout de la lorgnette socialiste. Ouais. La question, si on veut vraiment poser les vrais sujets sur la réindustrialisation de la France et puis mettre des recettes sur la table, eh bien tout simplement, il faut que l'État arrête d'augmenter la pression fiscale, que ce soit la taxation sur le travail ou le capital. On a besoin en France de financement. Clairement, donc la grande réforme, celle que défend depuis des années de David Lisnard, c'est la retraite par capitalisation qui va vraiment permettre d'avoir davantage de fonds en France pour financer l'économie. On a besoin de s'attaquer à l'excès de normes. Et enfin, on a besoin aussi, et vous l'évoquiez tout à l'heure, de repenser aussi tout ce qui est la politique sur la transmission. Oui. On parle toujours de Doliprane, mais ça ne gêne personne que Efferalgan, le laboratoire UPSA, qui fabrique l'Efferalgan, autre type de médicaments contre le mal de tête, soit sous capitaux japonais depuis des années. D'ailleurs, on peut quand même s'acheter de l'Efferalgan, même si c'est japonais. Oui. Et pourquoi le laboratoire UPSA, aujourd'hui, a des capitaux majoritairement japonais? Parce qu'il y a quelques années, il y a longtemps, les héritiers des fondateurs ont dû vendre, alors à l'époque, c'était un laboratoire autre, avant que ce soit japonais, étranger, parce que les taxes sur la transmission étaient tellement fortes que pour la payer, ils ont dû vendre une grande partie du capital de leur société. Ça, mais les vraies causes de la perte d'industrie en France, c'est tout cela. Les réglementations, l'excès de taxes, et puis tout ce qui concerne la transmission. Et ça, personne n'en parle. Ouais, si déjà on pouvait réduire les contraintes qui pèsent sur les entreprises qui cherchent les molécules de demain, ça aussi c'est un vrai sujet. Exactement. En fait, la vérité, c'est que Sanofi investit énormément, notamment sur le vaccin contre le cancer, a besoin de cash, et pour avoir du cash, il revend Doliprane. Enfin, il revend la moitié de la participation dans l'usine Doliprane. Je rappelle que la molécule qui sert à faire le Doliprane, elle vient de Chine. Et qu'en fait, c'est une usine d'emballage et d'assemblage. Voilà. L'affaire n'est pas terminée parce qu'aujourd'hui, il y a un fonds français lié à BNP Paribas qui a fait une offre pour investir. Mais donc, on ne sait pas comment l'affaire va se terminer. Mais ce que je voulais mentionner, c'est la démagogie de tout ce débat qui, à mon avis, est fatal, malheureusement, à notre bonne gestion en France. Arnaud ? Oui, c'est vrai que c'est drôle en termes de communication, parce que moi, j'ai rien à vendre, je parle pas de mouvement politique. Alors, je vais parler de mon métier. En termes de communication et d'image, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est que vous envoyez 2 ministres visiter une usine de conditionnement. Parce que c'est ça, en vérité. L'usine dont on parle, en réalité, est une usine de conditionnement. Donc, super, très bien, les emballages, vous faites comment ? Ce sont des boîtes, c'est en carton, c'est éco-responsable.
le plastique, comment c'est, il arrive d'où? Ah oui, mince, on n'a pas le droit de le retransformer en France. On se rappelle notre ami de Fédération du plastique la dernière fois. Donc voilà, on en voit, c'est un peu tristoun en vérité. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de grandes stratégies internationales, d'économie, etc. Et on envoie 2 ministres visiter une usine de conditionnement. Évidemment, le vrai problème, c'est que le Doliprane n'est plus fabriqué en France, que ça arrive, la matière première arrive en poudre, sous forme de poudre, après elle est retransformée selon, elle arrive d'Inde ou de Chine, beaucoup d'Inde. Et que tout ça, on l'a perdu. Donc, j'ai vu qu'il y avait quand même une partie de la fabrication du Doliprane qui allait être remis en France. Moi, ce qui me dérange plus dans cette histoire, évidemment, tout ce que vous avez dit, et alors là, je suis totalement d'accord sur l'épargne salariale et tout ça. Je trouve ça, la capitalisation, je trouve ça fantastique. En revanche, sur tout ce que vous avez dit sur le Doliprane, il faut laisser faire les gens. En fait, non. Et pour une bonne et simple raison, Doliprane n'a pas à décider tout seul, parce que sinon c'est du libéralisme sur fonds publics. Parce qu'ils ont touché plus d'1 milliard d'argent public. Ils ont touché beaucoup d'argent public. Et c'est pas possible. Voilà. L'argent des Français, c'est l'argent des Français. On peut pas faire du libéralisme sur fonds publics. Du crédit impôt, etc. C'est pas possible. L'argent public. Donc ce n'est pas du libéralisme alors. Le libéralisme sur fonds publics, c'est du capitalisme de connivence probablement, mais ce n'est pas du libéralisme. Donc on est bien d'accord qu'ils font pas ce qu'ils veulent. Voilà. Donc quand ils ont touché des fonds publics, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et c'est très bien que, en effet, le fonds français ait fait une contre-proposition avec une value de 200 millions d'euros, ce qui les met à peu près au niveau ce qui les met complètement au niveau d'ailleurs du fonds américain, qui est un fonds, c'est ça qui est embêtant aussi. Mais c'est pas une autre entreprise. C'est pas une autre entreprise, c'est vraiment. C'est pas une entreprise, c'est pour faire du business. C'est du spéculatif. C'est un peu embêtant. Non, ça dépend lesquels. Mais en tout cas, qu'en 2024, on dise qu'un enjeu fondamental, stratégique pour la France, c'est de nationaliser. On est Pologne années 70 là. Arnaud, on va parler du budget avec vous. Alors, coup de gueule. Coup de gueule, oui, c'est les propos d'Agnès Pannier-Runacher qui met sa démission dans la balance en disant le compte n'y est pas sur le budget de mon ministère, et si c'est comme ça, ça peut pas bien se passer. On rappelle qu'elle est ministre de la transition écologique. Ben moi, j'ai plutôt l'impression que la transition écologique coûte très cher aux Français, et on le voit depuis quelques semaines sur le débat qu'il y a sur l'automobile. Sur l'automobile, l'électricité. Et voilà. Et il y a des chiffres qui sont tombés. J'ai vu un habitué de Sud Radio il y a quelques jours, qui est Loïc Le Floch-Prigent, qui me donnait des chiffres absolument catastrophiques. C'est-à-dire qu'on vendait 2 millions, on fabriquait 2,5 millions de voitures, on n'en fabrique plus qu'1 million. Parce que les voitures thermiques, si on en construit trop, on prend une amende. Et que les voitures électriques, on les vend pas. On les vend pas parce qu'elles sont plus chères, on les vend pas pour plein de raisons, et on les vend pas. Et on peut plus construire de thermiques. Tout ça, en plus avec une menace qu'en 2035, si on continue à faire trop de voitures thermiques, il y ait une amende qui va coûter, je crois, 250 milliards d'euros aux fabricants automobiles en Europe. C'est pas possible. La deuxième chose, c'est parce que la transition écologique, c'est aussi des aberrations. On parlait tout à l'heure dans des sommes beaucoup plus importantes. En ce qui concerne la transition écologique, on parlait de ces aberrations sur l'aide au logement. Il faut savoir que les éoliennes, pour sponsoriser l'électricité des éoliennes et adapter notre réseau, ça coûte 22 milliards par an. Ouais. 22 milliards par an. Ouais. Que le coût total de la transformation du réseau électrique pour accueillir cette électricité qui, encore une fois, on le répète, une électricité qui n'est pas permanente, qui est intermittente. Intermittente, exactement, comme ceux du spectacle, est intermittente, ça a coûté 150 milliards d'euros. Ouais. Donc, le compte y est vraiment beaucoup, Madame Pannier-Runacher, c'est même beaucoup trop. Les Français peuvent pas payer, encore une fois, sur fonds publics, parce que c'est ça, c'est sur fonds publics, 22 milliards de sponsorisation d'une électricité qui ne vaut pas le coup. On va expliquer pourquoi, et j'ai arrêté avec ça. Sortie de l'électricité sur une éolienne, 180 € le kilowattheure. 50 € sur du nucléaire. Point barre. Fin de l'histoire. Mais au-delà de ça... Et les politiques n'ont pas fait grand-chose depuis des années. Moi, juste une petite parenthèse sur si c'est comme ça, je me casse. Il y a aussi le ministre de la Justice qui a dit pareil. Mais ils peuvent aller ouvrir des magasins de pain bagnat. Il y a des gens qui... C'est très bien. Mais ce comportement de dire oui, mais moi, je veux pas qu'on touche à mon budget. Il y a un moment, c'est... Stigmatiser le pain bagnat. Non, c'est très bien le pain bagnat. Au contraire, je dis, c'est pas déshonorant. Au contraire, mais ils peuvent aller faire autre chose. Madame Pannier-Runacher a très beau diplôme. Elle peut nous montrer
tout son talent dans le privé, ça la changera un peu. Le chantage, retenez-moi où je fais un malheur, il est assez lamentable. Surtout dans une période de crise comme celle-là. Voilà, c'est surtout ça. C'est ça qui est lamentable. Agnès Pannier-Runacher, elle a claqué. C'est elle qui a fait péter la caisse. La fermeture de Fessenheim, tout ça, c'est cette idéologie. Les 150 milliards engagés sur les éoliennes pour produire de l'électricité dont on n'a pas besoin. Les gens s'étonnent qu'il y ait des moments en France où on dit l'électricité ne vaut rien, on nous paye pour la racheter. Oui, parce qu'on produit de l'électricité dont on n'a pas besoin, et donc on la rachète très cher, 180 €, on vient de le dire, et on la revend pour 0, parce qu'en fait elle est produite à un moment où on n'en a pas besoin. La totalité de ce qui est prévu sur la mer, l'éolien offshore, ne produira pas plus d'électricité que ce que produisait Fessenheim, qu'on a démantelé. Enfin, tout ça est complètement aberrant. Et puis les remarques de Agnès Pannier-Runacher, qui ne connaît pas ces dossiers, lorsque la ville de Cannes, et un petit clin d'œil à David Lisnard et Nouvelle Énergie, a été inondée parce qu'il y a eu des pluies en une demi-heure, 56 mm, elle s'est plainte sur je ne sais plus quelle radio que ce n'était pas les chutes du Niagara et que c'était la faute du maire qui n'avait pas amélioré ses espaces pour que l'eau puisse s'écouler facilement. Enfin, tout ça est hallucinant. Elle a aussi donné une leçon aux gens en disant que la voiture électrique, c'était intéressant parce que on pourrait mettre dans les batteries des voitures électriques l'énergie produite par les éoliennes au moment où on n'en avait pas besoin. Enfin, on est dans un espèce de système là. Il est temps urgent qu'on revienne au bon sens, et les Français perçoivent que tout cet argent est gaspillé et que pour financer ce gaspille, on est en train d'augmenter les impôts et les taxes. Ça paye qui ? Vous savez très bien, ça paye ces faux créateurs d'électricité, ces gens qui vendent de l'électricité moins chère. Mais c'est normal puisqu'ils n'en produisent pas et on oblige EDF à leur vendre de l'électricité en dessous du prix du marché. Absolument. Et ces gens-là, curieusement, je suis pas sûr que si vous regardez leurs dirigeants où sont leurs noms dans les listes des donateurs de partis politiques, ce sont les nouveaux millionnaires. Ouais. Voilà. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons nos débats. On parlait du budget à surveiller, ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, avec des amendements qui sont en train de vouloir viser les assurances-vie, et en particulier sur les droits de succession. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans cette commission qu'il va falloir surveiller, parce qu'on est en train, encore une fois, de vouloir ponctionner encore plus les Français sur leur épargne. Rafik Smati, entre autres, dit ce qui se déroule en ce moment même à l'Assemblée nationale est une pure folie. À la Commission des finances, je veux mettre en garde les députés concernés. En prenant les acteurs économiques par surprise, vous réussirez à augmenter les recettes fiscales en 2025, mais en 2026, vous aurez à gérer plus de chômage, moins d'investissements et de moins en moins de recettes fiscales. Vous comprendrez alors que l'économie est l'ennemi des dogmes, etc., et que les contribuables ne sont pas des variables d'ajustement. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il y a aussi une taxation pour ceux qui veulent quitter la France, où ils devront malgré tout payer. Enfin, il y a des amendements qui sont lunaires en ce moment. La boîte de Pandore a été ouverte. C'est un concours l'épine de la plus grande création fiscale, et ce qui va détruire la croissance. Donc heureusement, il va y avoir d'autres débats. Là, on est en commission, comme vous l'avez indiqué. Il va y avoir d'autres débats, mais ça part très mal. Oui, je sais pas. Il y a même des journalistes comme François Langlais qui proposent de nouvelles taxes auxquelles les députés n'avaient pas à penser. La taxe sur les chiens, comme en Allemagne. Comme en Allemagne. Donc comme il y a 780 000 chiens en France, eh bien 100 € par chien, ça fait tout de suite des recettes fiscales intéressantes. Invraisemblable. C'est invraisemblable. C'est vraiment l'usine à gaz qui... On s'attaque au dur de l'épargne des Français. Oui, c'est ça. C'est mais l'assurance vie absolue. Éric Revel nous le disait, l'assurance vie est depuis longtemps dans le viseur, parce que c'est un gros pactole. Mais aligner la fiscalité de la transmission des contrats d'assurance vie sur le modèle des droits de succession en ligne directe, c'est l'injustice absolue en réalité. Qui sont déjà taxés, qui sont déjà un impôt sur la mort dégueulasse. Et qui ont déjà été absolument, donc On est quand même un pays qui arrive à faire de l'innovation. Alors pas forcément là où on l'attend, mais particulièrement en fiscalité, il faut quand même se rappeler, encore une fois, je n'accuse pas ce gouvernement, c'est tous les gouvernements. On arrive quand même à faire de la TVA sur une taxe. Ça s'appelle la TIPP. On arrive à faire de la TVA sur une taxe. Ça n'a jamais gêné beaucoup de monde depuis très longtemps. Donc j'attends avec beaucoup d'impatience que ce gouvernement qu'on dit en fait de droite, avec des gens extrêmement libéraux, etc., s'attaque à ces absurdités. Encore une fois, on sait qu'il y a des gisements en vérité il y a des gisements d'économie, mais on revient toujours à la même chose. Les économies, c'est bien.
vous avez prononcé un mot, c'est la première fois que je l'entends sur pas de ma bouche, de la bouche de quelqu'un d'autre sur un plateau, c'est le mot croissance. Ouais. Bah oui, c'est un peu ça quand même. C'est un peu là qu'il faut aller chercher. C'est un peu là qu'il faut aller chercher de l'argent. C'est quand même un pays surtout comme la France, qui est capable d'innovation, qui est capable d'excellence, qui est capable de sortir des choses que personne ne sort. Il suffit de regarder le nombre d'inventions françaises et on a des pistes pour la croissance. Il y a des moyens de détourner. Faut arrêter de dire on peut pas parce que c'est pas possible, etc. On l'a vu. Quand le président de la République décide qu'il y ait une usine de batteries. Curieusement, il n'y a plus de problème administratif. C'est curieux, hein. On a utilisé du droit dérogatoire, on a utilisé des niches administratives pour améliorer les choses, parce que du fait du prince, tout d'un coup, il n'y avait plus de problème pour ça. La France crève de ça. Si demain on pouvait aider nos industriels en leur permettant par justement des exceptions au droit, parce que quelquefois il faut passer par là pour relancer la machine, on n'aurait plus de problème de croissance. On n'aurait plus de problème de croissance. Si on arrêtait les délires de Madame Pannier-Runacher et des gens qui gagnent énormément d'argent sur le dos des Français sur l'électricité, on aurait un avantage concurrentiel incroyable. Bien sûr. On a l'énergie la moins chère. C'est un truc de fou. Il ne faut pas forcément faire des exceptions au droit, il faut simplifier le droit. Je crois que c'est trop tard. Là, c'est pas, si c'est trop tard, on ne fait plus rien et on rentre à la maison. On rentre à la maison depuis 30 ans. Non, il faut se battre. Ça fait 30 ans. Là, c'est pas quand on est face au mur. Quand le président de la République décide qu'il y a une usine pour les batteries, curieusement, il n'y a plus de soucis. Donc, j'ose imaginer qu'on est capable qu'il n'y ait pas de soucis. On est pressé, on ne va pas commencer à faire des arbres à palabres et des groupes de parole. Il faut aider nos industriels à se relancer, à avoir de l'énergie abondante et pas chère. C'est pas en économisant l'énergie pour les industriels, c'est d'avoir une économie, une énergie propre et abondante, qu'ils n'aient pas de problème d'énergie, justement pour pouvoir produire. Et puis arrêtez d'emmerder les industriels. Mais attention au fatalisme. On peut supprimer énormément. Milei, en quelques mois en Argentine, a fait beaucoup de choses. Il a supprimé. On peut y aller. Je crois qu'on est tous d'accord ici. En réalité, il faut réduire les normes, qui nous étouffent, et les lois qui ne servent à rien. C'est ça en réalité. C'est là où nous en sommes là précisément. Je pense qu'on pourrait profiter, Valérie, de cette législature où de toute façon ils seront d'accord sur rien, donc ils vont avoir beaucoup de mal à voter des lois pour en supprimer. Parce qu'en fait, si on regarde le code de l'environnement, le code du commerce, le code de l'urbanisme, etc., tous ces codes, depuis 20 ans, il y a eu une inflation des lois et des normes incroyables. Ouais. Éric Revel me signale qu'effectivement, il a tweeté sur le sujet hier et qu'il a fait 650 000 vues, ce qui veut dire que c'est un sujet qui touche et qui concerne... C'est un sujet explosif. Parce que là, les Français comprennent ce qu'il leur arrive. C'est un énorme sujet. Et effectivement, quasiment tout le monde a une petite épargne avec l'assurance vie qui a été considérée comme un placement sûr. Et là, on est en train de leur dire qu'on va s'attaquer à cette épargne-là. Ça fait des années que les politiques qui n'ont pas de solution, puisqu'il n'y a pas de croissance, 1%, on s'en sort pas, 1%, qui ne veulent pas régler les problèmes au sein des structures qu'ils ont eux-mêmes montées, absurdes, complètement folles, louches. Très fort sur l'épargne des Français. Il y a d'autres, là, depuis quelques jours, on entend, il y a d'autres leviers, il y a d'autres... Il y en a plein. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. La baisse des dépenses aussi, qui est un petit levier accessoirement, la baisse des dépenses. Pendant la crise du Covid, on a comparé les systèmes de santé allemands et français. Curieusement, il y avait beaucoup de lits disponibles en Allemagne, il n'y en avait pas assez en France. Alors que notre système de santé nous coûte beaucoup plus cher que le système allemand. Et donc, il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti et qui a montré que les tâches administratives qui ne sont pas médicales en France, c'était 33% du temps passé, alors qu'en France c'était 25%. Ces 8% de différence, on les retrouve dans toutes les administrations. Si ces 8% de différence, cette surbureaucratie, on l'a transformée en gens sur le terrain, c'est l'équivalent de 450 000 fonctionnaires qu'on pourrait remettre sur des tâches de service public, alors qu'ils étaient sur des tâches de fonction publique. Il ne faut pas confondre la fonction publique et le service public. On a les moyens de changer les choses. Et c'est dans l'intérêt aussi des personnels, parce que je peux vous dire que dans toutes les administrations, il y a des personnels qui souffrent énormément de cette bureaucratie, des professeurs des écoles, etc., qui ont demandé des rapports de 50 pages pour faire une sortie dans un club hippique. Enfin, tout ça, c'est hallucinant. Je me souviens de ce que vous nous aviez raconté en ce qui vous concerne sur les douanes. Ah bah oui. Sur des contrôles inopinés avec 30 mecs qui débarquent, qui vont font tout arrêter pour des contrôles... J'avais l'impression d'être Pablo Escobar ce jour-là. Oui, pour savoir si vous détourniez pas la rafle. Ils ont vidé les poubelles. Mais bien sûr, pour savoir pour prendre tous mes brouillons.
Ils sont allés chercher, enfin bon, incroyable. Et vous savez qu'en France, en France, nous avons une industrie qui est particulièrement efficace. C'est l'industrie de défense. Ouais. Et nos industriels ont des problèmes pour exporter parce qu'ils ne reçoivent pas les documents nécessaires. C'est-à-dire que vous allez à un salon Millipol ou par exemple comme ça, il y a quelqu'un qui trouve un système de défense qui est intéressant, notamment de beaucoup de petites sociétés, des PME extrêmement innovantes. Et ils vont mettre 6 mois à recevoir les documents. Parce que la société israélienne ou américaine ou anglaise va leur faire ça en 2 temps 3 mouvements. Donc au bout d'un moment, ils laissent tomber les entreprises françaises et ils se tournent vers d'autres. On peut pas continuer à se tirer des balles dans le pied comme ça systématiquement. Juste pour dire, voilà, c'est extrêmement inquiétant puisqu'on nous avait quand même annoncé qu'on allait s'attaquer à la gabegie, aux dépenses inutiles, qu'on allait faire le grand ménage et puis à la fin des fins, on s'attaque à l'épargne des Français. Donc moi, je trouve que c'est un signal extrêmement inquiétant et je dois dire que je regrette que ce soit un ministre et un premier ministre de droite qui doivent porter ce projet-là. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de la mort de Yahya Sinwar, un tournant pour Benyamin Netanyahou. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous, pour commenter l'actualité, c'est l'élimination du chef du Hamas, qui était considéré comme l'un des cerveaux de l'attaque du 7 octobre. C'est cet homme qui a été hier retrouvé dans les décombres d'une maison à Gaza. C'est une victoire pour l'État hébreu. On dit que c'est arrivé un petit peu par hasard, alors que les autres chefs qui ont été éliminés l'avaient été, on l'a vu avec les responsables iraniens en particulier du Hezbollah, vraiment très calculés. Et là, il a été tué. C'est une bonne nouvelle, en tout cas, même si on ne peut pas se réjouir forcément de la mort d'un homme. Moi, je dis que c'est une bonne nouvelle que ce type ait été éliminé. Quelles seront les conséquences? Présentons comme nos condoléances au porte-parole du Hamas en France. Oui. Et malheureusement, ils sont nombreux, hélas. Et à l'Assemblée et au Parlement européen. Juste un petit commentaire, vous avez dit le cerveau. Pour moi, c'est pas un cerveau, c'est un esprit détraqué, totalitaire, criminel. Et je crois que personne ne peut regretter sa disparition. Petit commentaire aussi. Qui avait en plus dit qu'il assumait totalement la mort des Palestiniens, qui devaient payer de leur sang, femmes, enfants. Ce sont des totalitaires qui, par définition, n'en ont rien à faire de leur peuple. Et en revanche, je crois, sans vouloir faire de polémique inutile, il n'a pas été tué, après mes informations, il n'a pas été tué par un pistolet à eau. Donc les armes, ça peut servir, et appeler à des embargos sur la livraison d'armes à Israël n'était pas forcément l'idée la plus pertinente du siècle. Oui, puis tous ces appels au cessez-le-feu aussi. Parce que je rappelle que pour qu'il y ait un cessez-le-feu, il lui fallu simplement libérer les otages et que le Hamas rende les armes. Et ils ont toujours refusé. Donc je constate que effectivement, comme vous venez de le dire, les armes, ça sert à quelque chose. Et oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour Israël, qui a vécu un massacre unique depuis la Shoah, un traumatisme incroyable dans tout le pays. C'est une bonne nouvelle pour cette partie du monde, pour cette région du monde. C'est une bonne nouvelle pour les Palestiniens, qui sont les première victime du Hamas. On oublie toujours de le dire, mais ce sont les Palestiniens. Il faut le répéter. Il faut le répéter, qui subissent et qui vivent sous le joug du Hamas. Donc oui, c'est une excellente nouvelle, et je trouve que peut-être ça pourrait amener certains de nos politiques en France à peut-être revoir un peu leurs déclarations à la porte-pièce. Oui. Écoutez, hier soir, j'étais à Issy-les-Moulineaux, à quelques centaines de mètres d'ici, avec la communauté libanaise d'Île-de-France, pour écouter un ancien Premier ministre, François Fillon, qui nous parlait justement du Moyen-Orient, d'Israël, du Liban, du Hamas, du Hezbollah. Et il faut vous dire que dans cette assemblée, pas grand monde regrette la mort des dirigeants du Hezbollah, et pas grand monde regrette la mort des dirigeants du Hamas. Et ce sont des gens qui, en fait, se servent
la cause palestinienne pour faire avancer leur vue. Et leur vue, c'est le totalitarisme islamique, c'est l'installation... la charia. C'est la charia, c'est l'installation d'un pouvoir totalitaire qui s'appuie sur l'islam pour faire valoir ses thèses. Et derrière tout ça, il y a l'Iran et le régime des mollahs. Et donc, le problème, c'est que cette envie de totalitarisme, elle arrive aussi chez nous. Et donc, il faut être très vigilant et il faut se battre pour détruire à la racine ce mal qui a des représentants chez nous, qui sont les frères musulmans et leurs ramifications. Oui. Et des porte-parole à l'Assemblée. Mais hier, j'entendais Gilles Kepel dire que ça pouvait être le basculement vers un nouvel ère et un affaiblissement réel des mollahs et peut-être effectivement la fin de tous ces chefs de guerre, faire changer la donne politiquement au Proche-Orient. Déjà, il faudrait savoir si une structure ne va pas remplacer l'autre. Oui. Vous savez, la nature a horreur du vide. Le Hamas, c'était une forme particulière, on va dire. Il y a d'autres structures qui sont dans le coin. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'UFPLP, il ne faut aussi pas oublier qu'il y a le djihad islamique, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres organisations qui n'ont pas le même historique, qui n'ont pas le même lien avec l'Iran. Ils ont des liens avec d'autres pays, la Syrie, ou directement, ou avec le Qatar, ou avec d'autres pays du coin. Moi, j'ai un souvenir particulier, il est un peu spécieux, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que en 1945, il y avait eu des manifestations extrêmement sanglantes en Algérie, qui avaient été des manifestations de sétifs. Oui. Et l'armée française, qui était issue de la libération, c'était donc l'armée française libre devenue armée française, avait tapé très très dur. Avait tapé très 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 dur sur ce qu'était le FLN en train de monter et des manifestations populaires qui avaient été complètement instrumentalisées par ce FLN naissant. Et le général de l'époque avait dit: je vous ai débarrassé du problème pour 10 ans, mais dans 10 ans, il faudra tout recommencer. Ouais. C'est ce qui s'est passé, si vous calculez 45, 55, 56, la Toussaint Rouge. Le problème, c'est que ça finit toujours par renaître, et que s'il n'y a pas de décision politique, s'il n'y a pas s'il n'y a pas un vrai accompagnement de la population palestinienne, si on n'essaye pas de jouer des jeux un peu curieux, il faut se rappeler quand même que le Hamas n'avait pas gagné les élections à Gaza. Il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État. Il a éliminé le Fatah. On se rappelle, il tirait dans les jambes des représentants du Fatah dans les rues de Gaza, et tout le monde a laissé faire. Genre, il faut plus laisser faire. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Faut plus laisser faire. Ce qui se passe au Liban, c'est un pays que je connais un peu. C'est un peu plus compliqué que ça, malheureusement. Liban, tout est compliqué au Liban. Oui. Et que les chrétiens, une partie des chrétiens étaient quand même très alliés à une époque dans un retournement historique avec le Hezbollah, avec des personnalités comme le général Aoun, qui tout d'un coup trouvaient que l'ennemi d'hier était quelqu'un de fantastique, et que les Syriens étaient finalement pas aussi mauvais que ça, alors qu'il avait été bombardé au palais de la Bahabda dans les années 80. Donc voilà, il faut trouver des solutions politiques, arrêter de faire de la moraline. Arrêter les déclarations du président de la République. On va y revenir. Mais voilà, c'est des solutions politiques. Et puis parler aussi à Israël en leur disant les amis, ça y est, vous êtes débarrassés du problème. Maintenant, essayons de trouver un accompagnement dans tout ça, un accompagnement politique. Ça peut pas être juste. Mais que pèse. C'est facile d'avoir un ennemi très caricatural comme le Hamas. C'est beaucoup plus difficile d'installer quelque chose de beaucoup plus démocratique dans le coin. Parce que le Fatah, c'est pas terrible non plus. C'est évident que la paix, c'est un défi majeur. C'est ce que les Américains n'arrivent jamais à faire. Ils sont très bons pour la guerre, la paix derrière, ils sont nuls. Allez, il fallait bien faire une petite couche d'anti-américanisme un peu primaire tout de même. Oui, mais moi j'ai le droit, la moitié de ma famille l'est. Donc ça me. Voilà. Ce week-end, je leur parlerai au téléphone, je leur dirai. Pour revenir sur le Liban, vous pourrez pas nier que la rue au Liban a fêté la disparition de Nasrallah. Ça a été une excellente nouvelle pour eux. Voilà. Dans un certain nombre d'endroits, mais vous savez, malheureusement, on connaît aussi le Liban. Il y a des relations compliquées. On va pas dire qu'ils ce sont des grands fans d'Israël non plus. Voilà, les Libanais.
Bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais il y a un historien qui disait si tu as compris le Liban, c'est qu'on te l'a mal expliqué. Oui. mais c'est exactement ça. Mais ce peuple ne mérite pas ça et ce pays ne mérite pas ça. C'est un pays extraordinaire avec des habitants formidables, avec un pays qui a été un des pays. L'Iran ne mérite pas ça non plus. Non plus. Mais aucun pays ne mérite la guerre. On espère que l'Iran va être libéré, va se libérer totalement. Il faut se rappeler quand même comment les Mollahs sont arrivés au pouvoir. Exactement. C'est l'extrême gauche qui les a amenés au pouvoir parce qu'ils ont cru qu'ils allaient les avoir et puis M. Mélenchon ferait mieux d'y penser. Certains représentants ont été aussi bien accueillis en France, mais ça c'est encore autre chose. Puisqu'on parle politique, parlons de notre président de la République. Donc cette petite phrase sortie de son contexte, selon lui, du Conseil des ministres, phrase dans laquelle il disait que les Israéliens devaient se rappeler que Israël avait été créé par l'ONU. Hier soir, il s'est pas expliqué, il a contre-attaqué. Si des paroles qui sont rapportées, tronquées et déformées sont reprises entre guillemets, il n'est plus la peine de faire des conférences de presse ni de répondre à vos questions. Vous en conviendrez avec moi. Ces règles étant rappelées, qui valent pour les ministres comme pour les journalistes, je dois vous dire combien j'ai été stupéfait de lire tant de commentaires, de réactions, y compris de responsables politiques étrangers ou français, devant des propos que j'aurais tenus sans se poser la question de savoir ce qu'ils disaient et ce que j'aurais exactement dit. Et je crois que je dis suffisamment sur la situation au Proche-Orient pour ne pas avoir besoin de ventriloque. Tout cela est une preuve, au fond, d'un délitement du débat public et d'un manque de professionnalisme des ministres qui ont répété des propos déformés, des journalistes qui les ont repris et des commentateurs qui ne se sont pas attardés à la réalité et à la véracité de tels propos. Il faut donc remettre les choses en bon ordre et avec honnêteté parce qu'il s'agit là, sur un sujet extrêmement grave, de la parole de la France. Alors, l'association de la presse présidentielle a émis un communiqué. Le président met ici gravement en cause la déontologie de la presse qui enquête et recoupe ses sources avec rigueur. Notre travail ne peut se résumer à reprendre les déclarations officielles. La définition du journaliste ne saurait être une prérogative présidentielle. Et c'est vrai que ces leçons qui sont données parce qu'il n'est pas content interpellent, encore une fois. Tout à fait. Donc la réaction est la bonne. La réaction est la bonne, mais le président de la République a raison sur un point. Il y a en effet un délitement du débat public, mais il en est l'un des premiers responsables. Il y a délitement du débat public lorsqu'on dit tout et son contraire à quelques jours d'intervalle ou parfois dans la même interview, ce qui fait de la peine puisqu'à la fin c'est la parole de la France qui est déconsidérée, donc on ne peut pas s'en réjouir. Il y a délitement de la parole publique, lorsqu'on fait le même jour des déclarations sur Israël que vous avez mentionnées, des vidéos débiles, je ne sais pas si vous l'avez vu sur TikTok, le murmure au murmure. Alors je vous conseille de le voir avec deux comiques. Voilà, c'est clownesque. Il y a délitement de la parole publique lorsqu'on dit que le combat, on va se battre, et puis malheureusement c'était pas du 50e degré, pour que Emily in Paris reste in Paris. Oui. Voilà, c'était dans une interview à un journal. C'est la parole publique. C'est le débat public. C'est pas une déclaration entre amis. Donc effectivement, il y a vraiment un délitement du débat public et une perte de crédibilité. Et donc, s'en prendre aux journalistes, je crois que c'est pas trop le sujet en l'occurrence, même si, par ailleurs, il y a des vraies questions sur le délitement du débat public en France et en démocratie à l'ère des nouveaux médias. Mais ça, c'est un sujet beaucoup plus large. Oui. Réaction à cette... Le président de la République s'ennuie, en fait, puisqu'aujourd'hui, il a perdu une grande partie de son pouvoir. Alors il a dit que c'est pas lui qui avait choisi son gouvernement, mais c'est quand même lui qui a choisi de ne pas avoir à le choisir. Que s'il n'avait pas dissous l'Assemblée nationale, on n'en serait pas là. Et donc il a perdu une partie de son pouvoir. Il est contesté y compris au sein de sa majorité, enfin de sa minorité. Et il est contesté sur la scène internationale. Il n'est plus invité au rendez-vous important de l'Europe. Qui reçoit sans la France des gens avec lesquels on a besoin de travailler. Et donc aujourd'hui, il va essayer de trouver un discours pour qu'on l'écoute un peu. Et donc tout ça est triste. Et il aurait mieux valu, s'il avait été vraiment gaullien, démissionner après les élections européennes plutôt que de démissionner l'Assemblée nationale. Ouais. On va marquer une pause et vous pourrez réagir, Alexandra et Arnaud, dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est évidemment l'élimination du chef du Hamas hier. Alors, on ne nous a pas entendu, Alexandre Aspinall. Est-ce que c'est un tournant? Est-ce que, évidemment, ce qu'on évoquait, il va y avoir forcément des reprises, mais on peut dire que le Hezbollah et le Hamas sont quand même sérieusement affaiblis. Oui, ils sont même quasiment décapités. Donc oui, c'est une excellente nouvelle. Mais moi, je voulais revenir sur les déclarations du président de la République. Je crois qu'ici, personne ne peut se réjouir que la parole de la France soit si abîmée. C'est terriblement triste. Et le spectacle du président de la République qui nous explique au fond que les journalistes sont nuls, ses ministres sont nuls, que lui, il est formidable et qu'il est tellement formidable qu'on n'a pas compris ce qu'il a dit, j'ai trouvé ça un petit peu gênant. Très honnêtement, on pourrait s'épargner ce genre de séquence. Ouais. Voilà, je trouve que ça n'est pas à la hauteur de la parole présidentielle. Je vous rappelle qu'on parlait de la rareté de la parole du président. On en est très très loin. Moi, je suis désolée, comme vous l'avez dit plus tôt, Émilie in Paris, bon, c'est très bien, c'est très distrayant, mais je pense que la situation de la France mérite un petit peu plus que ce genre de déclaration. Fût-elle faite dans des magazines plus légers. Mais qu'est-ce que ça dit du président de la République? Mais c'est la marque du c'est la marque de fabrique du macronisme. C'est le mépris. C'est le mépris, toujours le mépris. Regardez, souvenez-vous, les Français qui devaient aller chercher du travail, traverser la rue. Juste traverser la rue. C'est toujours le mépris. C'est une espèce d'élite complètement. Ces gens-là qui viennent me chercher. Voilà. Je crois qu'on est vraiment dans le mépris. Voilà. Et c'est vraiment la marque de fabrique du macronisme. Qui a tellement abîmé ce pays et fracturé ce pays. Oui, voilà, à force de s'exprimer sur tout, puis il y avait des choses très contraires. Et là, aujourd'hui, on a l'impression quand même un certain dilettantisme qui peut même faire douter malheureusement de la compétence. Et je crois que personne ne peut s'en réjouir. Voilà, qu'on aime notre pays, personne ne peut se réjouir de voir la parole de la France s'affaiblir. Et on aurait dit ça d'un président, quel que soit son camp. Donc, absolument. Voilà, quel que soit son camp, j'ai envie que le président de la République, de mon pays, soit respecté, voire admiré, voire écouté. Et entre parenthèses, l'interview dans Variety, on a retenu que ce passage sur Émilie in Paris, qui était un passage un peu ridicule. Churchill qui disait qu'il allait se battre sur les plages, etc. Bon, dans un autre contexte, là, si la bataille aujourd'hui, c'est pour Émilie qu'elle reste à Paris, qu'elle n'aille pas à Rome, c'est un souci. Le soft power de la France, c'est une vraie question, mais résumer à ça, c'est un peu limité. Et puis il y avait dans cette interview, qui est très bien, par ailleurs, très bien faite par la journaliste de Variety, les questions sont intéressantes, parfois des réponses totalement à côté de la plaque sur les sujets culturels, notamment le streaming musical. Où là encore, on parle de taxes et compagnie. Donc derrière le vernis totalement anecdotique, il y a aussi quand même le fond étatiste qui était totalement déconnecté des vrais enjeux de l'industrie de la culture, en l'occurrence l'industrie de la musique. Mais le macronisme, c'est une pratique politique, c'est une pratique aussi sémantique. Et il y a quelque chose de très intéressant dans la communication du président de la République, c'est qu'il a inventé un métalangage. C'est-à-dire que rétropédalage se dit colère froide. Oui. C'est qu'en vérité, le président de la République s'est fait complètement avoir. Il est fou de rage parce qu'il s'est fait avoir. Il fait de la mauvaise gestion de crise, qu'il n'hésite pas à appeler la note de com, on pourra l'aider s'il a besoin. Et ça, c'est catastrophique. En vérité, c'est catastrophique. Quand vous avez un problème comme ça, en vérité, il faut essayer de bouger le curseur. Voilà. De revenir là-dessus et à la limite de tourner ça en dérision ou de bouger le curseur, de parler d'autre chose. On l'attendait sur d'autres sujets, il n'avait pas besoin de revenir sur ce sujet-là. Or, il prend la parole sur ce sujet. C'est l'orgueil. Et puis il prend et voilà. Et ça, c'est ce qu'il y a de terrible dans la communication de crise. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce sont les autres. Ce n'est pas moi. Et les autres sont incompétents. Exactement. Et là, le procès en incompétence de tout le monde va laisser des traces. Enfin, vous imaginez, ils se voient tous les mercredis au Conseil des ministres. Donc, ça va être quoi la prochaine fois? C'est qu'il va y avoir un ministère de la parole pour essayer on va mettre de l'intelligence artificielle pour savoir la façon dont a été utilisée cette citation. Peut-être que c'est la manière dont la personne l'a utilisée, le retour de vocabulaire. Enfin, c'est pas possible. Ce qui est effrayant. Surtout que le président de la République a lui-même organisé cette petite communication via les médias pendant très longtemps. Pendant très longtemps, y compris pour détruire ses adversaires ou ses alliés d'un jour. Voilà. Mais en réalité, il est allé chercher de l'oxygène parce que c'est toute la limite du en même temps. Comme il a dit tout et son contraire.
il s'est fait prendre à son propre jeu, il a dû trop parler, ses propos ont été répétés. Donc sa seule issue, au lieu effectivement de passer à autre chose et de se remettre dans une posture présidentielle, c'est ce qu'on attend d'un président de la République, quel que soit son camp. Eh bien, il a choisi, dans une espèce de démarche un peu perverse quand même, le procès en accusation des journalistes et des ministres. Mais surtout, ils ont essayé de rétro-pédaler. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une insincérité en plus totale dans les propos du président de la République. Parce que vous avez eu un démineur en chef, visiblement il n'avait pas fait tous les stages, qui était monsieur Le Drian, qui est passé sur les plateaux, qui a expliqué, mais non, le président de la République a totalement raison. C'est en vérité bien l'ONU qui a décidé, etc. Bon, ça n'a pas fonctionné. Bon, voilà. Donc on passe au plan B. Chef, c'est quoi le plan B? Il n'y a pas de plan B. Voilà. Donc on se prend la déclaration d'hier. En vérité, c'est parce qu'il s'est fait avoir. Il n'avait pas de plan B. Son plan A n'a pas fonctionné. Le pauvre Le Drian est allé faire la SAV ratée sur les plateau, et donc il restait plus qu'une solution, c'est pas moi, c'est les autres, et les autres sont des imbéciles. En fait, le président de la République, à chaque fois qu'il s'exprime, on l'écoute volontiers, parce qu'il s'exprime bien, il a un joli langage, il parle bien le français. Et une fois qu'il a fini de parler, on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il nous a dit? Oui, c'est vrai. Et en fait, il applique à la lettre cette citation, je ne sais plus si c'est Coluche ou Pierre Desproges, qui disait, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Mais tout cela, pour revenir à la première phrase qui avait été dite, le délitement du débat public, entre ceci, les incohérences que nous avons signalées, tout ça montre une seule chose, qu'il y a vraiment besoin désormais dans la prise de parole politique, et malheureusement ça ne va pas à l'Assemblée, ni à l'Élysée, on a besoin de retrouver de la constance. C'est vraiment la clé, je crois, totale pour que les débats publics en France retrouvent une qualité, une tenue et un vrai affrontement d'ailleurs idéologique lorsque c'est nécessaire. Ouais, mais ça rappelle aussi quelque chose. On avait une expression quand j'étais jeune, donc ça remonte il y a longtemps. Mais non. On va dire dans les années 90. Le dernier. Dans les années 90, on disait c'est un plan qui pue la défaite. Et ce qui se passe là, c'est un peu ça. C'est que c'est un plan qui commence à sérieusement sentir la défaite. C'est qu'on voit que le président ça intéresse que la France gagne. Va traîner ses chaussures de plomb jusqu'en 2027 et que ça va faire long quand même, les amis, parce que ça veut dire encore 2 ans. Et là, on voit les limites de cette constitution. 2 ans comme ça, je ne sais pas comment on va tenir. Non. On voit les limites de cette constitution qui impose depuis Nicolas Sarkozy que le président ne puisse pas faire 3 mandats. Il est limité à 2 mandats successifs, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il perd ses amis petit à petit. Et que pour gouverner, il faut être élu, mais il faut avoir des troupes derrière. Et aujourd'hui, les troupes le lâchent, puisqu'en fait, il n'a plus d'intérêt pour elles. Ces troupes de départ, c'est des gens qui avaient déjà trahi au départ. Donc effectivement, ils ont un certain entraînement dans la pratique. C'est compliqué. Tocqueville, pardon Valérie, mais c'est passionnant. Enfin, les témoignages, les souvenirs de Tocqueville est un des livres politiques les plus passionnants à lire, ne serait-ce que pour la qualité de la langue. Et Tocqueville raconte les travaux qui ont conduit à l'écriture de la Constitution de la Deuxième République. Et notamment, avait été inscrite dans cette Constitution le fait que le président de la République ne pouvait faire qu'un mandat, donc il était limité. Et Tocqueville raconte très bien, j'encourage vraiment tous nos auditeurs à lire, ne serait-ce que par plaisir, cet ouvrage assez court, raconte très bien que lui, tout de suite, avait dit non, là, on arrive à un vrai problème lorsqu'on limite les mandats ainsi. Et de fait, ce qui s'est passé, parce que c'est la seule fois où le président de la République élu, à l'époque, Napoléon Bonaparte, ne pouvait pas de nouveau être candidat, ça s'est terminé par le coup d'État, puis par l'Empire. Donc il y a quand même un vrai sujet, et comme c'est une question qu'on se pose parfois dans les travaux, dans les différents travaux parlementaires, la limitation des mandats, que ce soit pour les élus locaux, que ce soit pour les députés, que ce soit pour le président de la République, on voit bien qu'il y a 2 enjeux qui assez contradictoires. L'un, limiter la pratique d'un pouvoir politique dans le temps, parce qu'effectivement, au bout d'un certain temps, parfois on peut avoir de l'usure, du clientélisme, beaucoup de choses, et en même temps lutter contre la démocratie, enfin contre la volonté du peuple. Après tout, si le peuple décide de réélire quelqu'un, et voilà, sans parler de ce que vous disiez Yves, tous les effets collatéraux de politique pure, interne, de mécanique au sein du pouvoir. Donc c'est un vrai sujet. Un auditeur m'envoie cette information. Le nombre de militants s'effondre chez Renaissance et atteint son plus bas niveau historique. Le parti présidentiel compte seulement 8500 adhérents à jour de cotisation. Ce sont des informations du Figaro. C'est 4 fois moins qu'il y a un an. Mais pour une raison très simple, c'est que le militantisme, il faut des convictions.
C'est tout. Il faut des convictions politiques. Et là, en fait, c'était un club de fans. Les militants de M. Macron, c'était pas des militants, c'était des fans. Nous, je suis désolée, aux Républicains, on a des vrais militants. Des gens qui ont des convictions, qui se battent, qui ont essuyé beaucoup d'échecs et qui sont encore là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, c'est Alexis Poulain qui sera avec vous. Très bonne journée. On a encore beaucoup de mythes. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.